donc c'est une histoire de. On va comparer des solutions d'équations elliptiques dans un domaine de référence et un domaine perturbé. On va faire des asymptotiques de ces solutions. Et je vais commencer par une introduction assez longue pour essayer de motiver un peu le travail qu'on a fait. Dans cette asymptotique, il y a un terme de premier ordre qui sort, qui a une certaine structure, et une partie du travail qu'on a fait, ça a été de caractériser cette structure. Et puis, on a aussi regardé dans certaines situations un peu particulières ce que ça donnait, parce qu'on veut utiliser ces asymptotiques. Pourquoi? Puis, je donnerai quelques mots de conclusion. Et du coup, je vais commencer avec quelque chose qui est relativement ancien, qui date d'une trentaine d'années. Un certain nombre de personnes se sont intéressées à une situation de référence pour une équation elliptique scalaire, pour le modèle le plus simple de l'équation de conductivité. Et je vais regarder donc div gamma de radius 0 égale 0, donc quand même, gamma c'est une fonction scalaire elliptique régulière. Ici, je regarde un problème de type Neumann avec une condition de normalisation. Et puis, la configuration perturbée, c'est quand il y a par exemple des inhomogénéités de petite taille qui sont présentes dans le milieu. Et on s'intéresse donc à une fonction de conductivité ici, qui est une carte de conductivité qui s'appelle gamma epsilon, en supposant par exemple que dans les inclusions, j'ai une conductivité constante égale à un paramètre K. Et je résous un problème du même type avec les mêmes conditions de bord, la même condition de normalisation, et la solution s'appelle U epsilon. Et ce qui m'intéresse, c'est faire comparer U epsilon et U0 en un point qui est relativement loin de ces inclusions, parce que l'optique, c'est d'utiliser ce genre d'asymptotique dans des problèmes inverses, où on fait des mesures sur le bord. Donc le point X, je vais écrire un développement asymptotique, ça sera surtout un point du bord. Alors, les techniques ont été inventées pour traiter ce problème. Une des techniques consiste à considérer une fonction de Green du problème de référence, ici, la fonction de condition sur le bord de type Neumann, multiplier la différence U epsilon moins U0 par cette fonction intégrée par partie, et puis on va apparaître dans le calcul, quand on développe les intégrations par partie, on va apparaître un terme localisé dans la zone occupée par l'inclusion, j'ai une petite oméga epsilon, et qui a cette forme-là. Et pour traiter ce terme, on va faire un ansatz. Alors, ce terme, il nous dit que U epsilon moins U0, on va penser que c'est petit, parce que essentiellement, cette intégrale est vue sur un domaine qui est petit taille, qui est petit volume. Donc, le premier terme de l'asymptotique, il va commencer par U0, et on va corriger U0 par une fonction V qui résout un problème sur le milieu perturbé rescalé à l'échelle 1, et un problème qui vit dans tout l'espace. Une fois qu'on a calculé cette fonction V, on injecte dans le terme que je vous ai mis. À l'aide de cette fonction V, on injecte dans la formule de représentation, et puis en analysant les différents termes, on voit apparaître le terme d'ordre 1 qui est homogène au volume, et qui a cette structure qui est le gradient de la fonction de Green qui apparaît avec une source au centre de la zone occupée par l'inclusion, les inclusions. Un terme ici qui fait apparaître une matrice qui s'appelle matrice de polarisation et qui se calcule à l'aide des moments de ces fonctions V ou des fonctions phi qui sont associées à cette fonction V. Ça ressemble à un problème de cellules en homogénéisation périodique. Et on va raconter, ça devient très fort avec l'homogénéisation. Ensuite, le M, c'est la solution avec epsilon. Non, le M, c'est quelque chose rien. La fonction de maths. Non, ça, c'est le milieu de référence. Donc, c'est quelque chose qui, a priori, est accessible dans l'optique d'un problème inverse. Et c'est quelque chose, dans les bons cas, on aura même une formule analytique pour ce terme-là. Alors, ce tenseur M, qui s'appelle tenseur de polarisation, cette formule, elle peut servir dans un cadre de détection d'inclusion de petite taille, en problème inverse. Et voilà un exemple de calcul où le milieu cible, c'est quelque chose comme ça. Les inhomogénéités ont été placées dans un disque et par des méthodes qui sont basées sur la structure de cette formule, notamment le fait qu'il y a une singularité au centre des inhomogénéités. Eh bien, on arrive à inventer des algorithmes qui permettent de reconstruire à partir de mesures sur le bord, mesure U epsilon ou U0 sur le bord, et on arrive à reconstruire la position des
les inhomogénéités. Et ce qu'on montre ici, ce que je montre ici, c'est tiré d'un papier de Vogelius et de ses collaborateurs. C'est plus epsilon est petit, plus la reconstruction précise va localiser parfaitement les inhomogénéités. Alors, en fait, ce que dit cette formule, c'est quelle est l'information qui est présente de manière robuste au premier ordre dans les données utilisées sur le bord. Et cette information, elle est contenue là-dedans. On a une information sur le contraste de conductivité, certaines informations sur la géomagnéticité, mais c'est une espèce de moyenne. On pourra dire, par exemple, qu'on sait reconstruire des ellipses parfaitement, et sinon on arrivera à trouver une espèce d'ellipse équivalente. Et c'est l'information qu'on pourra extraire essentiellement des termes principaux de la différence, epsilon moins 0. Alors, il y a eu beaucoup de travaux sur ces choses-là. Ce que je vous ai montré dans un papier de Mosco, Michael Vogelius et Donna Célio, qui ont traité le calcul d'équations scalaires. Mais on peut faire des choses plus élaborées en allant regarder des termes d'ordre supérieur. Et c'est ce qu'on fait notamment à Marie et Kant, qui montre que les moments supérieurs déterminent plus d'informations géométriques. On peut faire le même genre de développement dans le cadre de l'élasticité, de l'équation de Riemann, du système de Maxwell. On peut s'intéresser à le papier antérieur de Friedman et Vogelius pour la détection de fissures. Et puis on peut faire des choses qui sont un peu différentes dans la mesure où on peut supposer que les inclusions, au lieu d'être homogènes à des boules, soient homogènes à des rubans, par exemple, avec une dimension plus petite. Alors ma liste est loin d'être complète. Et j'ai aussi rajouté des noms qui viennent plutôt de l'homogénéisation, parce que ces asymptotiques, elles ressemblent à de l'homogénéisation en milieu de dilué. Le tenseur M, c'est le tenseur qui va corriger la matrice homogénéisée quand on fait une hypothèse de faible proportion dans un mélange de matériaux. Alors, je voudrais aussi mentionner un des travaux auxquels Yves a participé. On a fait un peu ce jeu-là, ils ont fait ce jeu-là, dans un contexte un peu plus général, c'est-à-dire, on suppose cette fois-ci que les inclusions sont rassemblées dans un ensemble qu'on appelle petit oméga epsilon. Et tout ce qu'on sait sur cet ensemble, il est mesurable, il est situé à une espèce de distance de sécurité du bord de l'univers macroscopique. Et on sait que son volume tend vers 0. Et quand on n'a que ces informations-là, on sait quand même dire quelque chose, parce qu'on remarque la fonction caractéristique normalisée de ces ensembles, et bien c'est comme une mesure, c'est une mesure. Et donc, par compacité faible, ça va converger vers une mesure de proba mu, ce qui veut dire qu'on va pouvoir prendre la limite, on va pouvoir représenter les limites de termes qui ont cette forme-là. Donc, ces mesures epsilon, soit une fonction continue phi, vont converger, les moments de ces choses-là vont converger vers mu fois phi. Et ça permet d'analyser la formule de représentation que j'ai dit avant et de montrer qu'on peut écrire une asymptotique. Pour le premier terme, on a une structure un peu similaire, c'est-à-dire qu'on va arriver le gradient de la fonction de Green, de Riemann, localisé bien quelque part dans le support de la mesure qui garde en mémoire la présence de ces inhomogénéités. Et puis, il y a un tenseur de polarisation qui est intégrable par rapport à cette mesure. Vous voyez que la structure de ce terme-là, c'est comme la formule que je montrais avant. Alors, donc, ça se montre de la même manière en analysant une formule de représentation que j'ai montrée avant. Et on peut vérifier que quand oméga epsilon, l'ensemble où sont distribuées les inhomogénéités, c'est un ensemble simple de la forme x0 plus une boule de taille epsilon, par exemple, un univers oméga de taille epsilon, et bien à ce moment-là, quand epsilon convient à 0, ça va se réduire en point, et la mesure associée, c'est simplement la masse de Dirac, et on retrouve la formule que je vous ai donnée. Voilà, alors pour nous, ce qu'on voudrait faire, c'est un peu le même genre de choses, mais dans un contexte un peu différent. Donc voilà le domaine de référence que je regarde, la configuration de référence. C'est un ouvert oméga qui est fixé, dans lequel il y a une carte de conductivité gamma qui est régulière, et puis la frontière est divisée en deux parties. Il y a une partie de condition Dirichlet homogène, une partie rouge, et une partie bleue sur laquelle on va mettre le Neumann homogène. Et puis cette configuration de référence, on vient la perturber. Alors on peut la perturber en insérant ici sur une petite zone une condition de type Dirichlet, là où il y avait du Neumann homogène.
ou bien en insérant dans la zone d'Iripley une petite zone dans laquelle on va mettre Neumann homogène. Donc, ça nous donne deux problèmes perturbés, dont on a appelé les solutions aussi U epsilon. Et le petit oméga epsilon, dans les deux cas, ça va indiquer la zone où on perturbe les choses. Alors, c'est un problème qu'on n'a pas inventé. Il y a des travaux là-dessus qui sont reliés à des modèles qui sont utilisés en biologie pour modéliser les échanges entre une cellule et son environnement. Et dans cette littérature-là, ça s'appelle the narrow escape problems. On regarde souvent d'un point de vue statistique comment des particules peuvent s'échapper d'un domaine fermé, dans lequel il y a quelques petites fenêtres qui permettent de sortir. Et un certain nombre de travaux sont par des techniques d'asymptotique. On font une asymptotique des champs ou des espérances des champs associés. Il y a des travaux plus récents qui s'intéressent à des systèmes dans lesquels on va essayer de maximiser l'intensité de champs électriques dans des domaines qui sont par exemple des plaques métalliques, sur lesquelles on peut jouer sur les bords en affinant, en tunant en fait, les conditions Neumann ou Dirichlet, de façon à changer le paysage des champs et de façon à optimiser l'intensité dans des endroits prescrits. Et dans ces travaux-là, on se sert de ce type d'asymptotique que je vais vous montrer pour calculer une espèce de gradient topologique qui permet de nucléer des zones Neumann, par exemple, dans une zone Dirichlet, pour changer de manière infinitésimale les conditions. Voilà. Alors, donc, nous, on s'est intéressé à ces questions pour des problèmes d'optimisation de forme aussi. Donc, j'ai remis un transparent juste pour préciser, ça, je pense que ici, ce n'est pas tellement le lieu de vous rappeler de ces choses-là, vous les connaissez bien. Un problème d'optimisation de forme, on cherche, par exemple, une fonction caractéristique qui doit vivre à l'intérieur d'une zone de travail oméga admissible. Cette fonction caractéristique permet de définir un ouvert en négatif sur lequel on va résoudre un problème de type élasticité linéaire. À l'aide de la solution de cette ODP, on va calculer une performance de la pièce définie par la fonction caractéristique et on cherche à optimiser une quantité. Alors, voilà un cas de figure qui est transparent. Où, par exemple, ici, on va supposer que la pièce doit être fixée là. On va tirer sur une petite zone ici qui est définie a priori, qui fait partie de la zone sur laquelle on va imposer des conditions de type Neumann. Et il y a un tas de bonnes méthodes pour produire, pour comprendre comment distribuer des matériaux pour fabriquer une pièce optimale ou quasi optimale. Voilà un exemple de ce que ça peut donner. Et donc, ce qui nous intéressait, nous, c'est de se dire, est-ce que, par exemple, au cours de l'optimisation, on pourrait changer les conditions aux limites de façon à placer, par exemple, des supports sur ces choses-là ou d'attacher ces pièces à certains endroits et quels seraient les endroits les plus propices pour changer ces supports. Vous pouvez imaginer mettre une vis quelque part et au cours de l'optimisation, dire tiens, ça serait intéressant qu'on mette une bande vis ici et quel serait l'endroit optimal pour placer ces supports. L'idée, c'est de calculer une espèce de dérivée de forme par rapport à un critère qui serait où est-ce que je peux optimiser les conditions ou limites que je veux imposer. Voilà. OK. Alors, et donc, c'est pour ça qu'on s'intéressait à ce type de problème. Et dans l'analyse qu'on a fait, on a fait un certain nombre d'hypothèses qui sont que le domaine macroscopique est régulier, la conductivité background, c'est une fonction qui est elliptique et régulière. Petit oméga epsilon, alors ça peut être un nombre fini de parties qui sont des ouverts Lipschitz du bord de oméga. Et on va supposer que ces parties ne sont pas trop proches des endroits sur le bord du domaine où les conditions Neumann et Dirichlet intersectent. Et puis on suppose aussi que le terme source, dans divergence gamma rendu égale F, on suppose que le terme en question est régulier. Alors une des questions qu'on s'est posées, c'est on va établir une formule de représentation, une asymptotique. Quel est le petit paramètre? Et le petit paramètre, en fait, il dépend de la situation. Si on perturbe une condition de type Neumann en rajoutant un petit morceau de Dirichlet, la bonne mesure, ici, on transforme naturellement, c'est la capacité de l'ensemble sur lequel on va faire la perturbation. Donc, la capacité, c'est un
façon l'énergie d'une fonction qui est définie dans tout l'espace, qui vaut 1 presque partout sur un univers de cet ensemble de rangs. Alors, dans le cas de figure qui nous intéresse, où l'ensemble grand E il est par quelconque, c'est un sous-ensemble d'une à 4 faces, d'un bord d'un ensemble régulier. Il y a dès qu'on a une fonction H1 de tout l'espace qui vaut 1 sur le bord en question, eh bien, on aura une estimation de la capacité. Et en particulier, on peut fixer un peu les idées parce que c'est les choses qui vont nous intéresser par la suite. Si je suis en dimension 2, si je regarde donc un ouvert dans le plan, un petit morceau de la frontière de cet ouvert qui, si je l'aplatis en intervalle, si c'est un intervalle de longueur epsilon, sa capacité, c'est quelque chose qui se mesure comme 1 sur l'ordre de epsilon. Et en dimension 3, quand je considère un disque surfacique, c'est-à-dire la projection d'un disque sur la surface d'un ouvert régulier, la capacité, si le disque est de règle epsilon, va être de l'ordre de epsilon. Alors, donc ça, c'est pour le cas d'une perturbation d'une condition de Neumann. Quand on perturbe une condition de Dirichlet, le petit paramètre est différent. Et on n'a pas trouvé grand-chose dans la littérature sur ces trucs-là, mais du coup, on a introduit une fonction qui est un peu le dual de la capacité Dirichlet. C'est on calcule une quantité que j'ai appelée petit e de oméga, qui est la norme machin d'une solution d'une équation qui est essentiellement une équation elliptique dans tout RD, sauf l'univers petit oméga, l'ensemble petit oméga, et pour laquelle on impose une condition normalisée sur cet ensemble-là. C'est-à-dire, si j'avais qu'une seule composante connexe, eh bien, je résous cette équation avec une condition, la dérivée normale de cette fonction z égale 1 sur oméga. Je calcule l'énergie de cette fonction et ça me donne ce petit e de oméga. S'il y a plusieurs composantes connexes, eh bien, on s'autorise à distribuer la dérivée normale, on distribue les valeurs 1 et moins 1 de toutes les façons possibles, et on prend la plus grande des énergies qu'on trouve à l'issue de ce procédé. Alors, cette capacité Neumann, eh bien, c'est un peu embêtant parce elle dépend de la résolution de l'ADP. On aurait quelque chose d'un peu plus géométrique. En fait, on peut le faire dans certains cas. On peut au moins obtenir des estimations de ces choses-là avec d'objets qui sont plus géométriques. Alors, par exemple, on peut définir cette fonction O oméga de x pour x un point de oméga. On prend en fait cette intégrale-là qui est définie sur le complémentaire de oméga par rapport à la frontière macroscopique. Et une fois qu'on a calculé cette chose-là, on en prend l'inverse, on calcule l'intégrale sur oméga, et puis ça nous donne un nombre grand B de oméga qui nous donne une estimation de cette capacité de Neumann. OK. Alors, je vais vous raconter comment on fait dans le cas d'une perturbation de Neumann pour obtenir l'asymptotique. Ça, c'est le problème de référence, le problème perturbé. Tout ce qui change, c'est essentiellement les endroits où on applique les conditions de bord. On s'est placé dans des hypothèses qui font que la solution de ce problème, c'est une fonction qui est très régulière, sauf éventuellement dans les zones où les conditions de Dirichlet et de Neumann se rencontrent. Et on a supposé que les perturbations sont loin de ces zones. Donc, essentiellement, pour l'analyse qu'on fait, le champ U0, ça va être un champ régulier. Alors, dans les estimations qu'on va faire, on introduit une fonction pi epsilon, qui est harmonique dans l'ouvert, qui vaut 1 dans la zone perturbée, et qui vérifie les conditions homogènes dans chacun des domaines Neumann et Dirichlet qui restent. Et l'énergie de cette fonction, c'est sa norme, ça nous fournit quelque chose qui est homogène à la capacité. Ou, précisément, la norme H1 de cette chose-là, c'est comme la racine carrée de la capacité, avec des constantes qui vont dépendre de l'univers. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sait faire un peu mieux quand on regarde la norme N de cette chose-là. On gagne un petit peu, parce que essentiellement, on va essayer de mesurer la taille des termes qui vont apparaître en fonction de ces fonctions-là. Et en normalisant, on a faire un peu mieux par un argument de type Open-Mitch. On gagne un facteur ici, un quart sur l'estimation. Non, ça c'est un typo. Pardon, merci. OK. Alors, à l'aide de ces estimations, quand on regarde un produit qui a cette forme-là, où on prend les pi epsilon
on les multiplie par leur dérivée normale et on multiplie par une fonction continue, C1 sur le bord de mer. Et en intégrant ce terme en partie, on voit apparaître des termes de volume. Les termes de bord s'en vont parce que pi epsilon les absorbe comme il faut. Et vous voyez qu'on voit cette chose-là, on va pouvoir l'estimer en fonction de la norme H1 de pi epsilon. J'ai un pi epsilon au carré, ça va me sortir une capacité. Et du coup, en divisant par la capacité ici, eh bien, j'obtiens que pi epsilon, dn pi epsilon divisé par la capacité vont converger au sens des mesures vers un objet unique qui va être défini sur le bord de oméga. Alors, une fois qu'on a défini cette mesure limite, eh bien, j'ai regardé la différence des deux états perturbés des états de référence, qui vérifie une équation avec des zéros partout, sauf sur le domaine perturbé, où j'ai une fonction Dirichlet sur U epsilon, donc U epsilon s'en va, c'est juste R epsilon égale moins U0. Et puis, eh bien, j'essaie d'estimer cette chose-là, et par le même genre d'argument pour la fonction pi epsilon, je vois que cette chose-là, essentiellement, c'est U0 multiplié par la fonction pi epsilon d'avant, si on veut pas le coefficient là. Eh bien, je vois que j'ai quelque chose qui est homogène à la racine carrée de la capacité pour la norme H1, et j'ai un peu mieux pour la norme L2, je gagne encore un facteur intérieur commun. Alors ça va me permettre de justifier le calcul suivant. Je regarde ce résidu, la différence des deux solutions, je le multiplie par la masse de Dirac, celui la fonction Green associée à la configuration de référence, et puis j'intègre par partie. Les termes de volume s'en vont parce que le grand N et le R epsilon sont solutions d'une équation homogène. Et puis, ce qui me reste, c'est des termes de bord. Et quand on fait le bookkeeping des termes de bord, en fait, il reste un terme qui est simplement localisé sur le petit oméga epsilon et qui a cette forme-là. C'est la dérivée normale du reste, fois le noyau de Green. Et si j'ai pris un point X qui est suffisamment loin que cette zone oméga epsilon, cette fonction-là, c'est une fonction régulière. Et donc, ce que je vais regarder, c'est des termes comme ça, multipliés par des fonctions régulières. Et je vais regarder vers quoi ça converge quand epsilon tend vers 0. Alors, c'est un peu technique, mais c'est certainement pour évoquer un argument de compacité par compensation, parce que c'est ça ce qu'on fait. C'est-à-dire, donc je prends le terme que je voulais examiner, le dérivé normal de R epsilon phi continue sur C1 sur le bord de macroscopique d oméga. Cette fonction, je peux la prolonger à l'intérieur, ça dit ici, la prolongation à l'intérieur. Puisque cette intégrale est localisée, je peux toujours multiplier ici par pi epsilon. J'intègre par partie et j'essaye de passer à la limite. A priori, j'ai que de la convergence faible sur les R epsilon et pi epsilon. Et donc, je vais utiliser, je vais distribuer un peu les termes et je vais utiliser les informations que j'ai sur R epsilon et pi epsilon pour pouvoir écrire tout ça comme un terme de bord qui fait intervenir les dérivées normales de ces fonctions pi epsilon, le résidu R epsilon, mais seulement sur le bord perturbé. Donc, ici, j'aurais pu mettre un petit oméga epsilon. Et deux termes d'erreur, ici T1, T2, qui ont la structure suivante. C'est les termes en orange et en rouge qui sont ici. Vous voyez que dans ces termes-là, j'ai une dérivée sur un des termes, et puis un terme d'ordre 0. Et puis là, pareil, une dérivée, un terme d'ordre 0. Et comme je sais que mon estimation L2 est un peu meilleure que la racine de la capacité, je vais pouvoir estimer ces termes-là comme la capacité à la puissance 5K. Et du coup, en dividant par la capacité, je me rends compte que j'ai une expression ici qui va faire intervenir à la limite la mesure qu'on a ici, pour laquelle on peut supposer que cette suite va converger au sens des mesures. Et les termes qui sont là, c'est des termes qui vont être petits. Voilà, donc c'est ce qu'on compte ici. Donc ces termes, on sait les estimer avec la capacité puissance 5K. Et puis, si on prend la formule de représentation, eh bien, on obtient, au bout du compte, un terme ici qui est à la limite qui s'exprime comme un moment par rapport à cette mesure, fois la capacité, plus ces termes qui sont négligeables. Alors, on peut montrer que cette mesure, elle n'est pas triviale. Essentiellement, c'est une estimation d'énergie. Et puis, on peut montrer que, en fait, elle est définie non seulement sur les fonctions scalaires, mais aussi sur les fonctions, en fait, une mesure de Rado. Et du coup, on a un développement
au premier ordre, avec un terme de premier ordre ici qui a exactement la structure de ce que je vous ai montré avant. C'est-à-dire, c'est le moment, par rapport à une certaine mesure, de quelque chose qui fait intervenir une fonction de type green avec des sources localisées sur le support de la mesure, et puis une fonction qui dépend de l'état de référence qui donne l'intensité du moment. Et donc ça, physiquement, on peut l'interpréter comme une collection de monopoles sur l'ensemble limite des ensembles petits oméga. Alors ça, c'est une estimation ponctuelle. Alors, tout ce que je suppose sur X, c'est qu'il est loin du support de ces sur le bord. Alors, on peut faire pareil avec l'autre cas de figure où on perturbe une condition de type Dirichlet. Cette fois-ci, ce qui va jouer le rôle de la fonction capacité, c'est une fonction de type capacité Neumann. On a posé une condition Neumann égale à 1 sur la zone perturbée. Et puis des conditions homogènes. On arrive à obtenir le même genre d'estimation, mais cette fois-ci en fonction de la capacité Neumann, mais avec le même genre d'argument. On montre que la norme machin de ces états epsilon de la capacité, la racine de la capacité, on a un peu mieux pour la norme 2. Et puis on fait le même genre de calcul, et on arrive à une formule à l'aide d'une formule de présentation, sur une fonction de type green. On arrive à un développement qu'on dit U epsilon, c'est U0, ou un terme qui est homogène à la capacité Neumann, fois une mesure qui représente ici une collection de dipôles, une variante de la fonction green qui intervient, qui est localisée sur la limite des ensembles qui supportent la perturbation. Je suis dans l'équipe. Alors, je voudrais juste faire un petit truc rapidement. Je vais arrêter le partage une seconde parce que je crois que je n'ai pas ouvert mon bon fichier dans la frénésie du début. J'aurais pu vérifier ça. Je vais revenir là. Excusez-moi pour. Voilà. Ça, on a fait. Ça, on a vu. OK. Pardon. Voilà. Tu repartages. Oui, pardon. Il faut que je le trouve. Je vais faire comme ça. Non, tu partages tout. Oui, je sais. Là, je vais le partager. Voilà. Excusez-moi. OK. Alors, les formules que je vous ai montrées, là, elles ne sont vraiment pas pratiques si on veut faire des calculs numériques dessus, si on veut faire des calculs de dérivés topologiques. Et donc, on est allé regarder un peu qu'est-ce qu'on peut dire sur ces choses-là dans un cas d'exemple un peu plus explicite. Et ce qu'on a analysé, c'est des perturbations oméga epsilon qui se concentrent sur un point, par exemple 0, quand epsilon tend vers 0, et qui sont obtenues comme des images par un dichromorphisme d'un disque de rayon epsilon. Donc ça en 2D, en 3D, et puis l'équivalent de D, ce serait un intervalle ici de longueur epsilon qui sera envoyé sur une portion de... Alors, dans ces conditions-là, on peut aborder ces problèmes de manière un peu différente. Alors, d'une part, on obtient des asymptotiques comme avant, mais on peut caractériser la mesure limite, c'est un multiple d'une masse de Dirac, on s'y attendait, et puis on sait caractériser les constantes qui apparaissent dans les différents cas en gaz, c'est-à-dire en dimension 2 ou 3, pour le problème de Neumann, et pareil en dimension 2 ou 3 pour les problèmes de type Dirichlet. Là, vous voyez bien ressentir la capacité d'un intervalle, la capacité d'une boule, et pareil ici, les capacités de main d'un intervalle de Dirichlet. Alors, la technique de preuve est basée sur le truc suivant. Donc, on cherche à regarder, donc on a U epsilon et U0 qui habitent dans cette partie de l'écran. On les ramène de ce côté-là, on utilise des difféomorphismes epsilon et B0. Et l'équation qui ici s'écrivait divergence gamma grade de epsilon égale L, c'est transporté dans l'image de gauche, avec une conductivité qui va être perturbée par changement de variable et qui va avoir cette tête-là. Alors, ce qui est embêtant, c'est qu'a priori, même si ici on avait quelque chose qui pouvait être isotrope, par exemple, ici on a quelque chose qui est inhomogène et anisotrope. Mais on va quand même s'en sortir. On va introduire une fonction de Green. Alors on sait qu'on a une formule pour définir une fonction de Green quand on a un coefficient de conductivité qui est anisotrope, qui est une matrice qui produit des soirs définis positifs, et ça donne une formule
Alors, ce que j'ai écrit là, c'est la fonction de Green associée à une équation de la forme vive A tilde bras du égale F dans un demi-espace avec une condition de type Neumann homogène sur le demi-espace. J'ai ajouté deux fonctions de Green. Ce point-là, ça va être le point à l'image de celui-là par rapport à la réflexion. Donc, cette fonction vérifie une équation de cette forme, là, c'est à droite, des conditions de Neumann homogènes sur le bord du demi-espace. Et on va se servir de fonctions de cette forme pour obtenir une formule de représentation de la différence V epsilon moins V0, c'est-à-dire la différence des champs transportés dans la situation où l'interface a été aplanie. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fixe un point I, c'est loin de la perturbation, relativement loin de la perturbation, et on utilise la fonction de Green qui est associée à la conductivité A de ce point-là. Donc, on intègre la partie. Alors, l'idée, c'est d'utiliser le fait que ça, c'est une base de Dirac, puis aussi d'utiliser le fait que ce S epsilon, la différence des potentiels, vérifie une équation. Et l'équation vérifiée par celui-là, on correspond à un coefficient qui n'est pas A de X, mais qui serait A de Y. Donc, on ajoute, on enlève, et on obtient toute une famille de termes qui sont localisés à différents endroits du bord, et puis un terme de volume. Ce qui est intéressant dans cette formule, c'est que ces expressions qui apparaissent, on a des expressions explicites, donc on va pouvoir faire un changement d'échelle dans les opérateurs intégraux qui apparaissent et obtenir une équation intégrale qui nous dit essentiellement que ce terme-là, pour une variable que j'ai appelée phi epsilon, qui n'est rien d'autre que le terme rouge ici, ce terme-là est égal à la limite de cette chose-là. Alors cette chose-là, c'est V epsilon moins V0, mais quand je prends ça sur le bord perturbé, le V epsilon s'en va, parce que c'est là où j'ai changé la condition pour mettre une condition directe sur ces termes. Et donc, ça donne donc une équation qui me dit que ce terme-là, modulo des termes que je vais pouvoir montrer être des termes d'erreur, est égal à U0 au centre de la perturbation plus un terme d'erreur aussi. Et ce qui est intéressant dans cette formule, c'est que ce noyau-là, il est explicite, et je vais pouvoir le développer en puissance de epsilon pour trouver la forme de la symplectique. Alors, effectivement, ce qu'on fait, on montre que l'opérateur intégral, essentiellement, c'est un opérateur de type simple bouge, avec un noyau log, plus un terme qui est juste une constante, qui dépend de l'epsilon, fois la moyenne de la fonction phi qui est. Et ça, vous le devinez sur la forme montrée sur le transparent d'avant. C'était pas explicite là-dessus, c'est pas grave. En fait, ça, c'est juste ça, c'est les premiers termes du développement synthétique du noyau dont j'ai l'expression. Voilà, alors cet opérateur ici, on le connaît bien, c'est un opérateur qui est inversible. Et du coup, ça va me permettre de, modulo des estimations des termes d'erreur qui apparaissaient dans ma formule avant, un terme qui implique en particulier l'estimation de termes qui sont à la différence de deux fonctions de Green, du noyau, pour lesquels on utilise des propriétés d'homogénéité et des propriétés de type Taylor-Sigmund pour comprendre comment ils se comportent. On arrive à montrer que l'équation intégrale que j'avais écrite avant, eh bien, ce terme-là, je peux montrer qu'il tend vers 0. Le noyau, je le décompose comme du noyau modulo un terme d'erreur que je sais contrôler en norme H-1 ici. Et puis, vous voyez que là, la symptotique, il est explicite, c'est log de epsilon plus log de x-n, on a exactement ce qu'on dit. Et donc, tout ça, finalement, ça nous dit que, modulo les termes d'erreur, l'équation qu'on va résoudre pour vérifier epsilon, c'est ce terme-là, égale la projection de phi epsilon sur les constantes, plus un opérateur inversible. Ça, on s'est inversé explicitement et on s'est calculé en particulier le premier moment des phi epsilon. Il y a cette forme-là. Et une fois qu'on a ça, eh bien, on écrit une autre formule de représentation de la solution U epsilon avec la fonction de Neumann de référence dans l'ouvert de référence avant le difféomorphisme et en envoyant cette formule dans l'espace où l'interface a été aplanie et en faisant un scaling, on voit apparaître finalement que la différence U epsilon moins U0, on peut l'écrire comme ça. Ça, c'est une fonction qui est régulière. Donc, asymptotiquement, elle va juste me donner la valeur de cette fonction quand je mets la source en. Et le terme qui sort là, c'est précisément le terme pour lequel on a fait de l'asymptotique, qui était dans ma page précédente, et ça donne les valeurs de ces choses-là. Alors, donc, ce genre de calcul-là, on n'a pas été les seuls à le faire. On l'a fait dans le cas
anisotrope non homogène. Mais ce genre de formules, on les connaissait déjà dans certains cas, en dimension 2, dans le cas du problème de Nero-Escape, par des méthodes d'asymptotique raccordée. Il y a des travaux de Habib Amari pour obtenir des choses similaires avec des équations intégrales dans le cas du Laplacien. Et puis, Marc Bonnet fait des choses aussi pour l'opérateur de l'élasticité, où il donne des formules un peu similaires. Pour le cas élastique, dans le cas d'un ouvert qui est localement plat. Voilà. Alors, j'ai plus l'habitude en Zoom, ça met beaucoup plus de temps de les exposer, parce qu'il faut tout décrire, tout détailler. Du coup, je vais un peu. Mais on terminera là. Donc, quelques mots de conclusion. Donc, on a trouvé une formule de représentation un peu générale qui caractérise les termes d'erreur dans la synthétique, les premiers termes d'erreur. On a pu donner des détails sur la forme de ces termes quand on est dans des situations un peu particulières avec des ouverts et forcément des perturbations qui se réduisent à un point. Donc, on voit que la structure qu'on obtient, c'est la même structure que ce qu'on avait obtenu pour une homogénéité interne, qui sont volumiques, avec le même genre de formule de représentation. Ce qu'on essaie de faire, c'est obtenir des termes d'ordre supérieur dans certains cas de figure pour voir où la géométrie du bord intervient de manière plus prégnante. Et puis, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est appliquer ces résultats dans le cadre de l'optimisation de forme en construisant un algorithme de type gradient topologie qu'on souhaiterait agréger en quelque sorte au problème d'optimisation de forme visuelle pour pouvoir dire si, dans certaines situations, eh bien, changer les conditions au bord peut être intéressant pour ces problèmes d'optimisation de forme. Et ça, c'est des choses qui ont une réalité pratique en quelque sorte parce que les méthodes d'impression 3D, par exemple, d'objets, si on peut les faire a priori dessiner n'importe quel genre de forme, il faut aussi penser à la construction de ces formes-là et à où est-ce qu'on place éventuellement des supports pour éviter les porte-à-faux, ce genre de choses. Et ça, c'est des choses qu'on aimerait pouvoir traiter à l'aide de ces outils. Voilà, je vous remercie. On me rappelle, dans les années 80, il y avait un article d'Amagnan qui s'intéressait au moment où la condition de vérité disparaissait pour arriver au petit. Ouais. Est-ce qu'on retrouve effectivement la même capacité? Oui, c'est la capacité. Les personnes qui sont à distance, on peut aussi poser des questions, par exemple en levant la main. Moi, je le vois sur Une question. Il y avait une inégalité à un moment au début, là, tu sais, quand il y avait la inégalité en normal machin, disons que c'est un en normal 2. Oui. Alors en normal machin, tu avais des inégalités par au-dessus et par en dessous. En normal 2, très souvent, quasiment tout le temps, il y avait l'inégalité que par au-dessus. Oui. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'inégalité par en dessous. Ou que c'est juste parce qu'on n'écrit pas. C'est mis dans machin. Non, si je pose la question. Donc, on ne s'en sert pas, on n'en a pas besoin d'une égalité par en dessous. Mais je pense qu'elle n'est pas. C'est pas vrai. Ouais. C'était pas là, oui, je sais plus où. Je sais pas quoi. Ouais, je vais retrouver. Ah, pardon, j'ai dans le mauvais. Hop. La question était correcte. Oui, oui. Voilà, c'est ça. Non, parce que la capacité, c'est la normation. Il n'est pas équivalente à la normale 2. Mais du coup, tu as besoin de la normale 2, tu pourrais juste dire que c'est l'un de la forme de directive. Alors, ça m'arrange bien que je l'ai parce que ça me permet d'utiliser ce truc de compacité pour. Tant que j'arrive à contrôler ces termes-là, donc des termes qui sont un gradient de epsilon fois epsilon. Tant que j'arrive à contrôler ça. Si tu prends le cas anisotropique, c'est quoi la définition de capacité? Peut-être qu'on a quelque chose, peut-être la fonction ne dépend pas. Oui, alors, la capacité, c'est juste ce qui sert de mesure. C'est le petit paramètre. On aurait dû mettre un gamma ici, définir une capacité anisotrope. Mais si gamma est raisonnable, c'est-à-dire s'il est borné par en dessous et dessous, tu auras quelque chose qui va juste changer les constantes. Indépendant de gamma. Ça, c'est une bonne question. Ça, on sait pas. Alors, je ne l'ai pas écrit à la fin, mais ce qu'on essaie de faire aussi, c'est trouver les cas intermédiaires, c'est-à-dire, au lieu de faire une perturbation Neumann et Dirichlet, faire une perturbation type romain
et de voir en fonction du paramètre. Alors, à Romain, c'est un truc qui va être U epsilon plus K, dn U epsilon égale 0, égale 1. De voir comment c'est uniforme par rapport à ce paramètre. Je pense que c'est très important. La méthode marche bien pour le cas anisotropique, n'est-ce pas? Oui. Et tu peux avoir aussi les fonctions d'ordre élevé. D'abord, c'est la mesure d'oméga epsilon, c'est capacité. Oui. J'ai des petites capacités, mais est-ce que tu as cette petite capacité du son carré ou comme ça? Dans ça, on ne sait pas encore le terme le plus élevé. En fait, on pensait qu'il y aurait plus d'informations sur la surface qui apparaîtrait à la limite. Et dans les cas qu'on a regardés, dans les cas explicites, en fait, on pensait qu'il y aurait quelque part, je ne sais pas moi, la courbure qui pourrait sortir, locale au point où on a fait la perturbation, mais on ne la voit pas à l'aurore. Il faudrait aller plus loin peut-être. Oui, parce que là, dans tous les dessins que tu as fait, l'oméga epsilon était connexe, et Ouais. tu pourrais aussi imaginer. Je prends d'abord voilà. Tant que j'en ai un nombre fini, je sais faire. Oui, mais et si tu en as un nombre fini qui dépend de l'epsilon? Alors, ça c'est une bonne question aussi, on n'a pas regardé ce cas-là. C'est un cas que Yves avait regardé dans le cas des inclusions de petite taille distribuées. Donc. Et là, on tombe sur, dans les cas qu'on a regardé, on tombe sur une mesure qui est Dirac. Ouais. Et là, on s'attend à tomber sur une espèce de clone de la mesure de Lebesgue ou de la mesure surfacique. Mais donc, typiquement, là, tu vas commencer à avoir des informations sur le vent. Oui. Tu balayes. Voilà. Mais si on voulait une information un peu ponctuelle, par exemple, je pense qu'on ne l'a pas fait. C'est intéressant de regarder les termes successifs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que tu peux faire la marche pour le cas des nombreux? Je pense que dès que tu sais dire que tu es loin du spectre, ça va marcher pas. Parce que c'est cette partie-là, c'est variationnel. L'autre partie, c'est une méthode de représentation intégrale. Si on sait, et on a je pense qu'on pourra faire la même chose parce que pour un demi-plan, on connaît de manière analytique la question. Et si tu mets tes segments, par exemple, sur les désinateurs, tu les mets au milieu, fissure, ou alors à zéro, est-ce que ça change complètement? Est-ce que ça change complètement l'analyse? Non, je ne pense pas. Yves fait oui de la tête, mais un trou au milieu. Non, pas un trou. Pas un trou, une fissure. Un trou aussi, tu auras aussi une capacité qui peut surgir. Mais au niveau, il y a, tu vois, la façon dont on fait l'épreuve, là, du moment qu'on a une formule comme ça, on multiplie par une fonction de Green, on intègre par partie, on regarde les termes qui restent, qui sont localisés sur les perturbations. Après, c'est analyser les termes qui sont là. Ça va être régulier parce qu'on se passe toujours loin des perturbations. Après, c'est comment on comprend les termes. C'est assez général. C'est quoi la capacité dans le cas de Maxwell? Bonne question, je ne sais pas. Par exemple, dans les calculs explicites qu'on a fait, pour sortir les constantes, etc., on est retombé sur des vieux problèmes disons, qui calculent des capacités logarithmiques, par exemple, de certaines formes. Et par exemple, le Kahneman, on va trouver en 3 dimensions, mais pas en 2. Enfin, bref, on retombe sur des problèmes assez classiques, finalement, d'électrostatique du début 20e. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Quand tu avais ta matrice grand A tout à l'heure, Ouais. je suppose qu'elle était au moins continue. Alors, laquelle? Les coefficients sont réguliers. Donc, je suppose que. Tu avais un A et demi apparemment. Ouais, c'est régulier, c'est une problématique. Je peux prendre des racines. C'est au moins. C'est où? Ouais. C'est 0 et pas. Oui, par exemple, là, le M. Voilà. Le M, il est bien défini. Le M, il est sûrement régulier. Il est au moins continu. régulier. La seule astuce ici, c'est se dire que on peut geler en fait le point. Oui, c'est conseil au moins local. Est-ce qu'il y a des questions parmi les participants à distance? Moi, je propose de remercier encore une fois Eric.